Bienvenue à la causerie de ce mercredi. Avec nous en plateau, Isaac Adjé, qui est notre collègue au service de l'information. Isaac, bonjour. Bonjour, Christy. Olali, bonjour. Bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Voilà, en face de vous, Ange Pauline Touamba, journaliste. Bonjour Ange. Bonjour Gilles et bonjour Elani. Bonjour, bienvenue. Merci. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent à notre appel. Nous allons, puisque l'actualité nous le demande, l'actualité n'attend pas, on va prendre la direction du palais des gouverneurs à Porto Novo avec cette question brûlante. 10 députés sur les 83 ont souhaité que l'on puisse relire de façon urgente la constitution du Bénin, c'est-à-dire que l'on puisse examiner ce projet de loi-là en procédure d'urgence. Isaac Adjé, quel commentaire cela vous inspire? Commentaire, déjà, il faut déjà saluer la célérité de ces députés-là parce que le temps n'attend pas. Le temps n'attend pas. Et on pense souvent qu'on a assez de temps, mais le temps est très peu. Et on a envie très peu. Alors, il faut faire attendre les choses. Et je pense que étudier, d'accord, la Constitution ou bien une analyse, une relecture en procédure d'urgence, je crois que c'est ce qu'il faut. Et cela a été porté par le député Augustin Rongwebla et soutenu par 9 de ses collègues, et je peux pas des moindres, bien sûr. Ça veut dire que l'idée a été pensée, et bien pensée d'ailleurs. Je crois que c'est à saluer et il y aura un travail de fond à faire par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon, au lendemain du dialogue politique, a mis la célérité qu'il faut. 8 jours après, il a rencontré le conseil des présidents de l'Assemblée. Ensuite, la conférence des présidents. La conférence des présidents. Donc, il y a eu une célérité. Maintenant, pourquoi arrêter ce qui allait très bien? C'est ça la question. Oui. Pourquoi la procédure d'urgence? Oui. Voilà. Pourquoi la procédure d'urgence? La procédure d'urgence parce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut retoucher certains points de la Constitution. Oui. Et puisque la loi le permet, pourquoi attendre? C'est ça la grosse question. Je pense qu'il faut passer à l'acte. Si les gens ne sont pas d'accord, il s'agit que de la supputation, on prête d'intention à l'autre. Je pense que tout le monde est d'accord, que ce soit l'opposition, que ce soit les partis, en tout cas tous les partis qui sont en règle, étaient d'accord sur le principe. Maintenant, il faut passer à l'acte. C'est déjà clair, les points sont cités. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Je pense qu'il faut le faire et ce sera bien fait et les gens verront qu'ils ont tort d'accuser à présomption. Voilà. Ange Ntouamba, pensez-vous également que c'est bien pensé que cette procédure soit lancée en urgence? D'abord, la question il y a certains points dans la Constitution qui ne permettent vraiment pas la célérité, la quiétude. Vous savez, les derniers événements au sein de la classe politique, pour ces derniers événements, il fallait quand même une réflexion, il fallait corriger un certain nombre de choses. Et il était d'ailleurs temps que cette révision intervienne parce que depuis des années, on y pense, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Je me souviens lors de la campagne présidentielle, l'avant-dernière d'ailleurs, il y avait cette entente autour de la révision de la Constitution. Puis après, on a prêté des intentions. Lorsque le chef de l'État actuel venait au pouvoir, sa campagne était assez sur les réformes et tout le monde était d'accord qu'il faut passer aux réformes politiques. Et ces réformes ont été engagées. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des points dans la Constitution, dans cette Constitution qu'il faille quand même réviser, qu'il faille revoir pour permettre à ce que le pays puisse avancer. Parce qu'il y a un blocus. Il y a un blocage et ça ne permet pas vraiment au pays d'avancer. Il y a des points de mésentente et tout le monde est d'accord sur ces points-là. Alors, il faudrait quand même permettre aux députés, il faut oublier des questions, il faut cesser de prêter d'intention. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance désormais. Il est arrivé qu'on se fasse confiance et qu'on accélère les choses. Je pense que c'est bien pensé pour ces 10 députés qui annoncent quand même en procédure d'urgence une certaine révision de la Constitution. Ça va permettre vraiment de faire évoluer les choses. C'est ça. Voilà, nous allons évoluer dans cette causerie et parler des efforts du Bénin
dans la fourniture de l'eau potable aux populations. Il faut souligner que l'inaccessibilité en eau potable des populations béninoises est un souci pour le gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement en a fait une priorité. Alors, Isaac Adjé, d'abord, quand on parle de l'eau potable, à quoi ça sert? Ah oui, quand on parle de l'eau potable, moi je relie l'eau à la vie, oui. Parce que déjà à la vie, et l'eau est en amont de tout. Le corps humain d'abord est constitué en grande partie d'eau, et le fœtus aussi vit dans de l'eau. Et quand nous venons en vie, nous avons besoin de l'eau pour nous laver, pour boire. Alors on peut en somme dire que l'eau c'est la vie, mais pas n'importe quelle eau. C'est ça. Il faut de l'eau potable. Et je pense que déjà, le gouvernement, quand le gouvernement de Patrice Talon est venu, il a pris son temps, il a fait un travail technique et ensuite ils ont rendu public le programme d'action du gouvernement, oui, qui a pris en compte plusieurs volets. Et si mes souvenirs sont bons, on a entendu certains acteurs politiques, pas des moindres, qui sont allés sur des chaînes de télévision, ont dit que ce n'était que des catalogues d'intentions. Je pense que toute action passe par l'idée. Et c'est de l'idée qu'on vient à l'acte. Et quand l'acte est posé, quand l'acte a été bien pensé, le résultat est là. Oui. Et aujourd'hui, le résultat est bien là. On a de l'eau disponible partout. Les gens peuvent tourner leur robinet et une eau de bonne qualité peut jaillir. Et comme exemple, si vous allez par exemple à Calavi, il y a le chantier de Wetok qui est là, qui évolue correctement. Oui. Et non seulement il y a de l'eau, il y a la qualité de l'ouvrage aujourd'hui. Quand je regarde, je prends un seul volet, les tuyaux utilisés. Oui. Ce sont des tuyaux à grand diamètre et par le passé, les gens utilisaient des tuyaux, des conduits métalliques qui, après un temps, s'oxydent et du coup déteint sur la qualité de l'eau. Mais pourtant, l'eau a été traitée à grands frais, au chlore et tout ce qu'on sait, mais puisque le matériel qui doit servir à conduire l'eau jusqu'au ménage n'est pas de bonne facture, donc l'eau reçoit déjà un coût dans le transport. Voilà. Mais aujourd'hui, ces tuyaux-là, ce sont des tuyaux à grand diamètre et c'est fait la texture ne peut pas déteindre sur la qualité de l'eau, du moins ne peut pas endommager la qualité de l'eau. Je pense qu'il faut saluer cela. Et cela ne se limite pas seulement à Calavi. Quand vous allez, un peu partout, par exemple, dans les collines, quand je dis les collines, surtout Glasgow. Oui, on y reviendra certainement au cours de cette causerie. Ange Touama, voilà, Ange Pauline Touama. Quand il s'agit de la fourniture de l'eau potable, c'est également éviter à la population des maladies. Exactement, c'est éviter à la population, une bonne santé. Parce que une eau souillée est source de maladies et donc permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable, je pense que le gouvernement en a fait l'une de ses priorités. Et quand vous observez un peu le budget alloué au ministère de l'eau et des mines, vous constatez un taux d'accroissement à 140%, de 24 milliards est passé à 68 milliards. Donc, c'est dire l'importance que le gouvernement accorde à cette question d'approvisionnement et d'alimentation en eau, de l'accès universel et équitable de toutes les populations. Et d'ailleurs, quand vous prenez le plan d'action du gouvernement, l'objectif est d'atteindre un pourcentage de ça pour l'accès équitable des populations et des projets sont mis en œuvre pour surtout dans le département des collines, parce que quand vous prenez le département des collines, c'est là où il y a beaucoup de problèmes, il y a des populations qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. Donc des forages sont construits, plus d'une centaine de forages sont construits dans les départements des collines. Et nous avons également des projets, surtout l'aménagement du barrage de Sepouga et de Passa dans l'Opara, tout ça c'est dans le nord, et pour permettre à ce que la retenue d'eau puisse couler et permettre à ce que ces populations, ou du moins permettre à ce que les directions techniques qui sont là-bas puissent vraiment travailler à l'alimentation de la ressource en eau
pour servir les populations. Donc en réalité, les autorités prennent conscience de l'enjeu. Exactement, puisque ces projets qui sont mis en œuvre à l'heure où nous parlons est déjà à un pourcentage évolué, avancé de réalisation pour permettre vraiment, pour donner de la qualité surtout. C'est ça qui est très important, la qualité de l'eau. Parce que l'eau peut être disponible. Quand vous sortez, vous avez aussi les eaux stagnantes et l'eau est disponible. Mais est-ce qu'elle est de qualité? Et c'est là tout le travail des autorités pour permettre à ce que les populations, protéger la santé des populations à travers leur consommation en eau. Très bien. Nous allons écouter le directeur du cabinet du ministre de l'eau et des mines sur la question de l'approvisionnement en eau potable des populations de Dassa et de Glazoué. On suit. Grâce à la coopération japonaise, la Société nationale des eaux du Bénin, la SONEB, a eu un renforcement de capacités, des forages et des usines de traitement, des châteaux d'eau pour alimenter les populations de ces deux villes. La mobilisation de l'eau de surface a consisté à renforcer le barrage qui approvisionne la ville de Parakou, le barrage de Lokpara, et à aussi faire des travaux de construction d'usines de traitement, de réservoirs, de châteaux d'eau et d'extension du réseau de distribution de l'eau. Mais ce n'est pas terminé parce qu'il y a une deuxième phase d'alimentation en eau potable des villes de Dassa, Zoumé, de Glazoué et surtout de Savet, donc qui consiste à la mobilisation des ressources en eau de surface à travers des barrages pour renforcer encore plus l'alimentation en eau potable au fin d'atteindre l'objectif de 100% d'alimentation de toutes les populations. Voilà, Isaac a dit tout à l'heure, vous l'abordiez, l'accès à l'eau potable dans les collines, c'est vraiment difficile et le gouvernement en est bien conscient. Je dirais même très difficile, parce que quand on regarde par exemple la situation géographique des collines, il n'y a que plus précisément pour parler de Glazoué. Glazoué est confiné entre deux communes, celle de Dassa et de Savet. Et quand on regarde, c'est une localité constituée d'affleurements rocheux qui ne rend pas facile la capture de la nappe phréatique. Alors, pour que les gens puissent... et c'était de la souffrance parce que la population de Glazoué était obligée d'aller chercher l'eau au niveau de la fontaine de la Sonapra. Et vous voyez, c'est tout un rang, il n'y a que des bidons jaunes qui identifiaient cette localité du Bénin. Mais aujourd'hui, je pense que le gouvernement a fait de gros efforts. Le résultat est là. À Glazoué, la population a de l'eau potable en quantité suffisante. Je pense que le gouvernement est à féliciter. Comment est-ce que le gouvernement réussit à aller progressivement sur ces terrains-là et à relever progressivement ces défis? C'est une sorte de planification. Quand vous venez vous installer, que vous avez conscience des difficultés ou des problèmes qui sont sur le terrain, vous asseyez, vous réfléchissez et vous élaborez un plan. Et c'est ce qui a été fait. Des projets également ont été élaborés. Et l'autre chose aussi, c'est la quête des partenaires pour financer les différents projets. Et récemment, c'est le Japon qui est venu en soutien, en aide au Bénin pour permettre à ce qu'il y ait la construction de plusieurs forages. Même ici à Calavi, il y a des travaux, des projets parce que le sol de Calavi également, quand les puits de Calavi ou les eaux de puits de Calavi que les populations utilisent n'est pas bonne. Donc, il faut vraiment des travaux pour permettre à ce que les populations de Calavi également aient accès à l'eau potable. C'est ça qui est très important. Et vous avez aussi dans les villages, c'est vrai, il y a peut-être une disponibilité en eau, mais pour aller chercher l'eau, il faut faire 30 minutes en aller-retour, plus de 30 minutes en aller-retour. Donc, il faut rapprocher le système d'approvisionnement, ou du moins la source d'approvisionnement à la population. Donc, il y a des ménages, il faut rapprocher ces sources-là aux ménages pour permettre à ce que les populations puissent avoir accès à l'eau en temps voulu. Vous voyez un peu, à défaut de permettre à ce que chaque ménage ait les pompes ou les robinets dans leur demeure, il faut quand même rapprocher ces forages, ces systèmes d'alimentation à ces ménages et améliorer, permettre à ce que ces populations puissent avoir accès à l'eau en temps voulu.
Voilà, donc avec ces images que la régie nous propose les différents efforts, Isaac Adjé. Oui, les différents efforts, c'est qu'il y a un lobbying et un management avancé du gouvernement qui marche. C'est vrai que ça se fait sans tambour ni trompette, mais le résultat est là. On a parlé de Calavi, on a parlé de Calavi-Weto, on a parlé de Glazoué, mais il y a aussi la localité de Bukumbe, Kove et Zanyanando qui seront aussi impactés, je préfère dire seront, parce que je crois en juin dernier, il y a eu un accord de ratification de prêt entre le Fonds coïtien pour le développement économique arabe et le gouvernement béninois. Donc, et cela vise à renforcer le système d'alimentation en eau potable dans ces communes-là. Ça permettra aussi de faire l'extension de ce qui existait déjà et peut-être de réparer ce qu'il faut réparer. Moi, je crois que c'est une bonne planification. Quand vous avez le lobbying qu'il faut, quand vous rassurez à travers votre manière de gérer, les partenaires techniques et financiers vous font confiance et ça ne peut que donner ce que nous avons. Je pense que c'est un lobbying qui est à saluer. D'ailleurs, j'allais poser cette question en premier. La gestion du gouvernement des fonds que les PTF allouent, aussi la sélection des localités qui sont dans le besoin. Ange Ntouama. Oui, c'est aussi une priorité du gouvernement, la bonne gouvernance des ressources en eau. La bonne gouvernance est très importante parce que si vous ne faites pas bien, vous allez gaspiller le peu de moyens que vous avez et le résultat ne sera pas atteint. Et le gouvernement aussi fait l'effort d'associer le privé disons, dans la construction, dans la réalisation de ces projets à travers la délégation au privé de certains projets d'alimentation, de construction d'infrastructures hydrauliques pour permettre à ce que ces populations aient accès à l'eau. Donc, cette bonne gouvernance-là, cette planification, cette reddition d'ailleurs de comptes, parce que il n'y a pas cette semaine ou ce mois où on ne voit pas la sortie des responsables en charge de ce domaine venir parler, présenter, venir, disons, faire le rapport de tout ce qui se passe, venir présenter le visage des différentes réalisations. Donc c'est important également de faire la reddition de comptes pour donner plus de confiance à ceux-là qui viennent en soutien au gouvernement, aux différents projets, notamment les partenaires techniques et financiers. Donc cela dénote de la bonne gouvernance, de la bonne gestion de cette problématique. Très bien. Et on se souvient de l'affaire PPA2, où la question de l'eau a défrayé la chronique ici. Est-ce que c'est justement cette célérité-là que vous êtes en train de décrire, qui rassure les investisseurs, qui continue de faire confiance au Bénin dans l'accompagnement sur des projets de fourniture de l'eau potable, Isaac? Oui, personnellement, je n'avais pas voulu prononcer le mot que vous avez prononcé. Oui, PPA2, je le dis. Vous nous y amenez. Oui. Alors, je crois que ça a donné un mauvais visage au pays et je pense que c'est pourquoi désormais il faut gérer les choses de façon saine. Oui. Et c'est ça qui met justement en confiance, parce que quand on vous confie 100 francs, il faut vous montrer bon gestionnaire, et là on pourra vous confier peut-être le double, on va à 200 francs. Donc c'est ça. Et je pense qu'en matière de gestion, du moins de bonne gestion, on peut déjà décerner un satisfecit au gouvernement de Patrice Talon qui met de la rigueur dans la gestion financière. Parce que quand on vous confie quelque chose, il faut rendre compte à la hiérarchie, c'est-à-dire au gouvernement, qui maintenant porte l'entière responsabilité de votre gestion. Alors donc parfois les gens, parce qu'ils sont ministres, ils gèrent comme ils veulent. Par exemple, le citoyen qui doit bénéficier d'un point d'eau, ou bien d'une bonne fontaine, ou bien d'une pompe à motricité humaine, ne l'a pas. Du coup, il est obligé de discuter un point d'eau avec les bœufs qui sont en transhumance. Donc, et cela donne libre cours aux maladies diarrhéiques. Je crois que cette bonne gestion du peu que nous avons a mis en confiance beaucoup. Et c'est ça, déjà même, qui est la marque d'un gouvernement sérieux. Mais Ange, sur la même question, vous partagez cet avis? Exactement. La bonne gestion, quand vous avez parlé de PPA et de
PPEA2, cette nébuleuse qui avait quand même secoué en temps l'image, la qualité de l'image de notre pays. Je crois que ces partenaires sont revenus. Et s'ils sont revenus, c'est parce qu'en temps, il y a eu quand même une bonne gestion de ce dossier pour redonner de la confiance à ces différents partenaires. On a eu encore d'autres partenaires qui se sont positionnés. Notamment l'Allemagne, récemment. Voilà, oui. Pour aider encore le Bénin. C'est dire que c'est vrai, c'était un scandale, mais c'est passé. C'est passé, ça a été bien géré. Oui. Et les autorités actuelles ont travaillé à montrer que ce n'était que peut-être une erreur. C'est passé. Donc, le Bénin n'est pas ça. Et ça, la bonne gouvernance s'est améliorée. On a cherché d'ailleurs désormais à changer disons la donne avec ces différents projets, cette reddition de comptes, comme je l'ai tantôt dit, pour permettre à ce que les partenaires, chaque jour, puissent savoir l'argent que nous mettons à disposition de ce pays, comment c'est géré tout le temps, même pendant la réalisation de ces différents projets. Oui. On n'attend même pas la fin de ces projets pour fournir un rapport, mais tout est visible sur le terrain et ça donne vraiment de la confiance aux partenaires. Isaac voulait placer un mot. Peut-être pour appuyer mon confrère, c'est que l'argent, le PPEA2, je crois que ça a été financé par les Pays-Bas. Oui. Les Pays-Bas. Alors, l'argent que ceux-là mettent à notre disposition pour nous aider dans un domaine précis, ce n'est pas qu'ils n'ont pas travaillé pour l'avoir. C'est l'argent du contribuable de ce pays-là. Donc, les citoyens ont travaillé, ils ont payé les impôts. Peut-être que c'est dedans qu'on prélève, on dit, bon, parce que vous êtes en situation, nous vous donnons pour vous soulager. Mais, et une ou deux personnes s'en accaparent, vous voyez ce que ça fait. Donc ça dénature la bonne relation et je pense que c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui sévir, punir pour que désormais la postérité puisse bénéficier de ces œuvres. Tout à l'heure, vous parliez des qualités, de la qualité de l'eau. On peut toutefois avoir de l'eau potable, mais à l'arrivée, ne pas avoir une eau de qualité. Oui. Notamment, vous étiez en train de parler des infrastructures, des installations et actuellement, le gouvernement a mis les moyens pour que ces installations soient de bonne qualité pour qu'à l'arrivée, les populations puissent avoir une eau de qualité. Et c'est justement ça qu'il faut, parce qu'il ne faut pas agir d'un seul coup de tête. Il faut planifier, il faut mettre à contribution les techniciens. Alors, parce que il faut faire une réalisation, mais pas pour que ça dure 5 ans. Le temps de votre mandat ou bien que ça finisse juste au temps de votre successeur. Mais il faut faire pour que ça dure dans le temps. Et c'est en ça même que votre nom reste. Parce que vous marquez la population, on dit ah, ça a été fait au temps de tel président, mais les gens continuent de l'utiliser. Donc, et par rapport à ça, quand je prends l'exemple typique de Calavi ou de Wetor, dans la commune d'Abomey-Calavi, les tuyaux qui vont drainer les eaux ont une capacité de 500 mm. Donc ça veut dire quoi? L'eau pourra aller avec un puissant débit et se retrouver au loin. Parce qu'il y a d'abord la capacité des châteaux d'eau. Ce sont des châteaux de grande capacité. Maintenant, l'eau descend avec une certaine puissance, mais si le tuyau qui doit envoyer l'eau dans les différents quartiers n'est pas assez large, n'est pas assez puissant, donc l'eau ne pourra pas aller avec un fort débit. Du coup, on peut ouvrir le robinet, mais l'eau va couler juste comme une urine. Alors, mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit ça, parce que les tuyaux sont de bonne facture et ça ne peut pas être attaqué par la rouille pour que ça dénature l'eau. Parce que vous ouvrez le robinet et c'est une eau de couleur... Des fois, ça arrive, hein, même ici. Donc, de couleur jaune. Donc, tout ça là, ça a été réglé. Voilà. Ange, peut-on se rassurer de la pérennité de ces infrastructures? Oui, les travaux qui sont en train d'être réalisés, c'est pour vraiment permettre à ce que ces infrastructures hydrauliques puissent rester pour la postérité. L'autre chose aussi, c'est l'ouverture des filières d'eau dans les universités. C'est pour vraiment amener
le monde scientifique à se pencher également sur la question. Quand les sciences s'en mêlent, je pense que ça y va de l'amélioration de la qualité de l'eau. Et je peux vous dire, hein, plusieurs étudiants aujourd'hui font des recherches dans ce domaine-là, des chercheurs également qui travaillent pour amener, pour fournir à l'État des résultats probants et permettre à ce que nous finissons avec ce problème d'eau. En tout cas, c'est ce qui a été inscrit quand même dans le plan d'action du gouvernement. Vous voyez, quand on dit 100% d'accès équitable et universel en eau, c'est vraiment osé, et je pense qu'il faut vraiment mettre les moyens et tout ce qu'il faut pour y arriver, et c'est ce qui se passe actuellement. Parce que le grand challenge, c'est lorsqu'on amène de l'eau dans une localité, comment faire pour rapprocher cette eau-là de tous les ménages, Isaac Adjei? Oui, comment faire pour rapprocher de l'eau de tous les ménages? Je pense que le gouvernement fait des efforts. Oui. Il y a des localités où il y a un prix promotionnel pour que les gens puissent s'abonner. Et c'est ça déjà la politique. Parce qu'on ne peut pas donner gratuitement. Le traitement de l'eau a un coût. Oui. Alors déjà, ça a été fait plusieurs fois déjà. Plusieurs fois, je ne veux pas citer le nombre de fois, au risque de me tromper. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un prix promotionnel qui est accordé pour que, je pense, qui tourne autour de 50 000 francs ou quelque chose du genre. Parfois, mais ce n'est pas tout le temps. Donc, ça permet à tout le monde de s'abonner et d'avoir de l'eau courante de bonne qualité chez soi. C'est vrai qu'il y a des localités où les gens se disent que l'eau de pompe a un goût bizarre et on préfère toujours aller au marigot. Oui. Mais je pense que tout ça là, aujourd'hui, les gens n'aiment plus se tracasser. Là où les gens faisaient 5 km ou 2 km, aujourd'hui, alors que dans une concession de 25 mètres carrés, vous avez déjà de l'eau. Bon, ça, inutile de se déranger. Et surtout, quand on casse le coût de l'abonnement, ça permet à celui qui n'a pas grand moyen de s'abonner et d'avoir de l'eau de bonne qualité chez lui. Et je pense que c'est ça, au fait, ce qu'il faut faire. Il faut tenir compte de la poche du citoyen et fixer certains prix, juste un prix promotionnel pour avoir des adhérents, avoir des clients. Et ensuite, quand je vois le mode de gestion que le gouvernement préconise pour certaines structures étatiques aujourd'hui, on parle parfois d'affermage, parfois de ceci. Donc, je pense que c'est pour qu'il y ait toujours la qualité de service. Et c'est ça qu'il faut. C'est vrai que nous parlons de l'accès à l'eau potable. Vous allez dans certains villages, et ça c'est sans discrimination aucune, vous voyez que des gens se baignent peut-être au marigot, se nourrissent encore de cette eau-là, font tout dedans. Et c'est pour ça que je posais la question de comment rapprocher cette eau potable de chaque ménage. Ange Politoma, est-ce que ce n'est pas un grand défi aussi pour les autorités, peut-être les autorités locales? C'est un très grand défi. Aujourd'hui, l'accès, disons, à temps voulu des populations à l'eau, par exemple se lever, vouloir de l'eau se lever, faire juste quelques secondes à aller s'en procurer. Je pense qu'à l'heure nous sommes, c'est autour de la dizaine de 10%. Mais le gouvernement est en train de travailler à ce que cela aille jusqu'à 25% oui. De la population qui est accès vraiment à l'eau en temps voulu. Parce qu'aujourd'hui, c'est les travaux de forage qui se réalisent, c'est que vous allez vous lever, aller à un point X pour aller chercher de l'eau et revenir. Et souvent, c'est une perte de temps et ça ne permet pas à celui-là qui travaille d'être efficient. Donc, il y a un travail également qui se fait à ce niveau pour permettre à ce que les populations n'aillent pas loin pour aller chercher de l'eau et surtout pour faire éviter à la population d'aller chercher de l'eau au niveau des marigots, parce que même si l'homme ne se baigne pas dedans, c'est pas ceux qui se baignent parce que c'est pas protégé, c'est pas ouvert. Oui. C'est assez ouvert. On la laisse dedans, on se lave là, et après on puisse encore pour aller. Par rapport à ça, je vais appuyer Hippolyte. Déjà, c'est vrai que en zone... En zone urbaine et périurbaine, le problème se règle un peu à travers l'extension. Les mairies font un travail à ce niveau-là. L'État appuie. Alors, maintenant, en zone rurale, l'État utilise une autre technique. Et la technique, parfois, il y a des châteaux d'eau dans certains villages
ou bien chef-lieu d'arrondissement, mais aussi il y a ce qu'on appelle les pompes à motricité humaine. C'est cette politique-là que le gouvernement utilise pour rapprocher l'eau potable de la population. Et quand au niveau de ces pompes à motricité humaine, la gestion est confiée à la mairie. Oui. Et la mairie a sa politique pour bien gérer. Et je pense que l'eau coûte moins cher. C'est ça aussi la politique. La grande bassine est parfois à 10 francs ou bien 2 pour 25 francs. 2 grandes bassines à 25 francs, je pense que ça ne coûte rien et c'est la meilleure politique pour rapprocher l'eau potable de la population, à mon avis. Voilà, et tous ces efforts viennent en appui à ce que fait déjà la Société nationale des eaux du Bénin, la SONEB. Peut-être l'autre défi du gouvernement, surtout qu'il pleut beaucoup au Bénin ces derniers temps, c'est quelle est la réflexion, quelle est la politique pour, je ne sais pas, en faire de cette forte pluviométrie un défi. Voilà, Ange, notamment, comment est-ce que c'est pour pérenniser, voilà, ou sinon pour que ces infrastructures durent dans le temps, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir et c'est le défi également parce que quand vous avez ces infrastructures et que cela ne s'entretient pas, ça va, certainement, ça va pas durer dans le temps. Alors, quelle est la responsabilité des citoyens dans cet entretien-là? Non, les citoyens doivent éviter, c'est vrai, qu'ils n'ont pas forcément cette responsabilité, être contraints dans leur responsabilité, mais ils doivent quand même éviter de vandaliser ces infrastructures. C'est surtout ça. Et il faut peut-être un travail de sensibilisation citoyenne pour permettre à ce que ces populations sachent que le bien public n'est pas vandalisé, il doit être protégé. Si chaque individu, chaque citoyen pouvait l'internaliser, je pense que ces infrastructures qui sont construites doivent être protégées. Et autant on protège son bien propre à soi, autant on doit protéger également le bien public parce que ce bien public est d'utilité pour tout le monde. Donc, c'est la question de la sensibilisation également qui interpelle. Même les organismes de la société civile doivent prendre ce relais-là et aider le gouvernement dans l'entretien de ces infrastructures qu'on construit pour que cela soit pérenne. Isaac Adji. Oui, à mon avis, la première responsabilité du citoyen, c'est d'abord un défi d'hygiène. Le défi d'hygiène, surtout en zone rurale. Et déjà, je pourrais dire que cela se fait. Parce que quand vous prenez les pompes à motricité humaine, interdiction formelle est faite d'y aller avec vos chaussures. Vous vous déchaussez avant d'aller manipuler et avoir de l'eau. Donc, c'est déjà des progrès. Donc, mais il faut aller au-delà. Maintenant, épargner quelque part pour pouvoir réparer en cas de, je sais pas, au cas où la machine tombe en panne. Et c'est là le gros défi, parce que quand ces machines-là tombent en panne, quand ces pompes tombent en panne, les mairies n'arrivent pas à réparer et il faut attendre longtemps et tout ça là. C'est ça qui dérange un peu. Bien, alors, quels sont les chantiers encore qui attendent les autorités sur la question de l'eau potable? Ben, on ne va pas faire la morale au gouvernement sur un plateau de télévision. Dans notre poste de journaliste, que pensez-vous qu'il reste encore à faire? L'essentiel a été fait, mais je pense qu'il y a toujours des poches de population qui ont besoin d'eau. Il faut penser à eux.